Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Depuis plusieurs semaines, on traite le sujet de la violence physique et psychologique et aujourd'hui, on va terminer le sujet. On va aborder quelques conseils pratiques pour gérer la vie familiale et éviter des problèmes des violences et des maltraitances. Et on va parler aussi d'autres types de violences. Voilà, on pourrait parler pendant des mois de ce sujet. C'est tellement énorme que voilà, on pourrait ne pas s'arrêter, mais bon, il faut bien s'arrêter parce qu'on a d'autres sujets à traiter dans cette série. Et donc, merci pour nous accompagner. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour le sujet d'aujourd'hui. Merci et bienvenue à tous. Très bien, la semaine dernière, on avait parlé d'un test des violences psychologiques, mais on a parlé aussi de quelques conseils pratiques en cas de violence. J'espère que ça vous a été utile. Et aujourd'hui, on va parler de quelques conseils sur la vie familiale. Et on va commencer par le premier qui vient, tous ces conseils viennent d'un livre qui s'appelle Le Foyer chrétien, que vous pouvez trouver sur le net. Donc, on va vous rajouter le lien sur la description. Je vous conseille la lecture complète de ce livre. C'est vraiment un chef-d'œuvre et vous pouvez vous en inspirer. Le texte dit « L'harmonie ne peut jamais régner dans un foyer sans le secours de l'Esprit divin. Si l'épouse possède l'Esprit du Christ, elle usera de prudence dans ses paroles, elle maîtrisera son humeur, elle sera soumise sans éprouver pour autant le sentiment d'être une esclave, mais elle se considérera comme une compagne dans le sens le plus noble du terme. Si le mari se comporte comme un serviteur de Dieu, il ne jouera pas au grand seigneur à l'égard de sa femme. Il ne sera ni intransigeant ni arbitraire. Nous ne serons jamais assez soucieux de cultiver au foyer une atmosphère d'affection. En effet, si l'Esprit du Seigneur y demeure, le foyer devient un symbole du ciel. Si l'un commet une erreur, l'autre doit faire preuve d'indulgence chrétienne et ne pas se détourner froidement de son conjoint. Il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir sur ce texte, mais j'ai mon attention qui a été attirée sur l'aspect tolérance, indulgence, mais aussi l'amour. L'amour de Dieu dans le cœur, ça va changer toutes les choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, la spiritualité, ça sert à rien, c'est peut-être une tradition, c'est pour contrôler les gens. Mais non, la spiritualité, c'est important parce que ça nous aide à rentrer en équilibre. Nous avons été conçus pour avoir une vie spirituelle, même l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que la spiritualité, ça fait partie des besoins basiques de l'homme. Donc, on doit avoir une vie spirituelle. Je ne parle pas de religion, hein. Attention, je parle de spiritualité. Donc, c'est important d'avoir une spiritualité. Et voilà, de notre point de vue, c'est faire habiter Jésus dans le cœur, c'est un moyen sûr d'atteindre la stabilité dans le foyer. Le texte suivant. Ni le mari ni la femme ne devraient chercher à exercer sur son conjoint une autorité arbitraire. N'essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs. Vous ne sauriez ainsi conserver un amour réciproque. Soyez bons, patients, indulgents, aimables et courtois. Avec l'aide de Dieu, vous pourrez vous rendre heureux l'un l'autre, selon la promesse que vous êtes fait le jour de votre mariage. Voilà, ça c'est important. Et puis là, une fois de plus, l'indulgence, la tolérance, mais c'est surtout le conseil de ne pas imposer à l'autre ce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est vraiment important. On peut céder, mais on doit jamais imposer. Bah oui, et puis au bout d'un moment, quand on impose toujours sa volonté à l'autre, bah, on va dire que la relation ne peut pas perdurer. Les gens ne peuvent pas forcément rester en bon terme. Bah, ce n'est plus une relation empathique. Ouais. Il n'y a plus de communication. C'est juste l'imposition. S'écrit là, vous ne sauriez ainsi conserver un amour réciproque. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de foyers dans lesquels l'amour a été tué par l'imposition des choses. Dans la vie conjugale, hommes et femmes se comportent parfois comme des enfants indisciplinés et pervertis. Ah, ce texte, il est très intéressant, hein. Oui. Le mari veut agir à sa guise, l'épouse de même, et personne ne veut céder. Un tel état de choses ne peut qu'aboutir au désastre. Tous deux, mari et femme, devraient être disposés à renoncer à leur façon de penser et d'agir. Le bonheur n'est pas possible lorsque chacun ne veut en faire qu'à sa tête.
Ça, c'est très important. Il y a un conseil que je donne souvent quand j'ai fait des cours prématrimoniaux. Euh, je leur dis, si vous vous mariez, si votre motivation, c'est d'être heureux, Bah, vous êtes sûr de gâcher votre vie. oui. Bah, on peut pas se Oui. marier en voulant être heureux, en fait. Voilà. Et les gens, ils sont surpris, ils me disent, mais bien sûr que je me marie pour être heureux. Mais non, c'est pas la bonne On motivation. doit déjà être heureux avant de se marier. Donc, On je doit dois se être marier parce malheureux. qu'on est Non, heureux. exactement. Et ta mère le dit. On doit quoi? On doit se marier parce qu'on est heureux. Voilà, il faut être heureux avant. Donc, il faut trouver l'équilibre avant. Parce que si on se marie dans le but d'être heureux, ça veut dire qu'on se marie pour que l'autre euh, remplisse le vide qui est en nous. Et ça, C'est pas le rôle de cette personne. c'est la frustration assurée. Bah Ça, oui, c'est, bah surtout que c'est une charge immense que l'on met sur son conjoint. ben oui, Et surtout que c'est pas son travail en fait. C'est pas à cette personne-là de combler ce vide. Et la personne va vite fait devenir toxique pour l'autre. bien évidemment. Et puis, on aura l'occasion aussi de parler de thème, de sujet de vide. Parce que le vide intérieur, c'est pas si simple que ça à définir, hein. Et souvent, quand on a un vide intérieur et qu'on demande à quelqu'un d'autre de le remplir, bah, c'est impossible parce que cette personne n'a pas la possibilité, n'a pas les capacités, personne n'a la capacité de remplir le vide intérieur de qui que ce soit. Donc, il y a d'autres moyens de le remplir, ce vide intérieur, mais ça passe par les spiritualités. Et donc, quand on demande au conjoint de remplir ce rôle, bah, d'une part, il va être frustré puisqu'il n'atteindra jamais son objectif, c'est certain. Vous serez frustré parce que l'autre ne le fait pas et vous allez interpréter ça comme un échec de sa part. Et vous allez certainement le juger alors que c'est pas de sa faute. Donc, ça va créer que du malheur. Et ça, c'est vraiment triste. Donc, on a aussi d'autres conseils à partager. À moins de s'être laissé instruire par la bonté et l'humilité du Christ, ils manifesteront, tels des enfants, un esprit impulsif et déraisonnable. Leur volonté forte et indisciplinée cherchera à s'imposer. Il ferait bien de méditer les paroles de Paul. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment une question de maturité. C'est que la bonté du Christ, ils vont se manifester sur ceux qui ont atteint cette maturité. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme des enfants capricieux. Ensuite, Aplanir les difficultés. Si le mari et la femme ne soumettent pas leur cœur à Dieu, il sera difficile d'aplanir toutes les difficultés, même lorsqu'ils essaieront de s'acquitter loyalement et équitablement de leurs nombreux devoirs respectifs. Comment pourraient-ils parvenir à maintenir sans faille leur amour réciproque s'ils sont en désaccord sur les intérêts de leur propre vie familiale? Ils devraient arriver à une complète unité des vues pour tout ce qui concerne leur foyer, et l'épouse, si elle est vraiment chrétienne, saura associer ses intérêts à ceux de son mari, qui est son compagnon, car le mari doit être le chef de la famille. on l'a déjà expliqué la semaine dernière. Qu'est-ce que ça implique que le mari soit le chef de la famille? C'est pas celui qui commande le plus. Vous savez que dans la Bible, qui est le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Donc, on mesure sa grandeur dans le sujet spirituel par rapport au service. Plus on sert les autres, plus on aide les autres, plus on est grand. Mais pas aux yeux du monde, parce qu'aux yeux du monde, on est petit. On devient un serviteur. Et un serviteur, c'est tout petit. Sauf qu'aux yeux de Dieu, c'est le plus grand. Conseil aux familles divisées. Vous vous complaisez dans l'erreur. Lorsque vous prenez position, vous négligez d'examiner sérieusement les problèmes et en maintenant à tout prix votre point de vue, vous ne songez pas à l'effet que produira votre entêtement. Vous faites allusion à vos idées dans vos prières et dans vos conversations, alors que vous savez que votre épouse ne partage pas vos conceptions. Au lieu de tenir compte des sentiments de votre épouse et, comme le fait un homme qui se respecte, de chercher à éviter de parler des choses sur lesquelles vous différez, vous n'hésitez pas à aborder des questions où il y a divergence de vues entre vous et vous persistez à vouloir exprimer vos opinions sans égard pour ceux qui vous entourent. Vous croyez que les autres n'ont pas le droit, sur le problème envisagé, d'avoir une opinion différente de la vôtre. L'arbre de la vie chrétienne ne peut produire de tels fruits. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là on nous parle d'imposer aux autres.
Et là, c'est un mari qui va imposer ses idées à sa femme, et même si elle n'est pas d'accord, il va quand même faire abstraction de ça, il va le présenter, il va là, et quelque part la taquiner sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est vraiment Surtout sur des moments inappropriés. déconseillé. Donc, voilà, ça, c'est un conseil à une famille divisée. Mon frère, ma sœur, ouvrez la porte de votre cœur à Jésus. Invitez-le dans le temple de votre âme. Aidez-vous réciproquement à surmonter les obstacles qui surgissent dans toute vie conjugale. Ce sera pour vous un âpre combat que de vaincre votre adversaire, le diable. Et si vous attendez de Dieu qui vous soutienne dans cette bataille, vous devez être unis, déterminés à vaincre en gardant vos lèvres de toute parole pernicieuse, n'hésitant pas à vous jeter à genoux et à crier que l'Éternel te réprime, Satan. Donc, on doit s'appuyer sur l'aide de Dieu pour surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie familiale. Et surtout les tentations de Satan, par exemple, lorsque il y a des mots qui sortent de notre bouche sans le vouloir. Ben, Voilà. quand on regrette ce qu'on a dit. Oui. La suite. Si la volonté de Dieu s'accomplit, le mari et la femme se respecteront réciproquement et manifesteront amour et confiance. Tout ce qui est de nature à troubler la paix et l'unité de la famille devrait être formellement rejeté. La bonté et l'amour devraient être cultivés sans relâche. Celui qui manifeste un esprit de tendresse, de pardon et d'amour découvrira que ce même esprit rejaillit sur lui. Dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité de caractère. Quand le Christ, l'espérance de la gloire, grandit dans les cœurs, l'union et l'amour règnent dans le foyer. Le cœur de la femme en qui le Christ habite sera forcément en union étroite avec le cœur du mari où le Christ habite aussi. Ils feront ensemble tout ce qui est en leur pouvoir afin d'être admis dans les demeures que le Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment. Et ça, c'est important. Il y a un élément qui retient mon attention. Il y a quelque chose que j'ai entendu assez souvent. La Je compatibilité. rencontre des personnes qui me disent, ah, bah, je vais me divorcer. Ça, alors, ça fait 3 ans que tu es marié, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoute, des fois, c'est comme ça, hein, au bout de 3 ans, on se rend compte qu'on est incompatible. Ah bon? Incompatible? Est-ce que ça existe, l'incompatibilité? Déjà, est-ce que ça existe, la compatibilité? Ben, On peut se poser la question inversée. moi, je crois que ça existe, la compatibilité, mais qu'on n'est pas en Christ. C'est comme ce que le texte a dit. En fait, Dans le foyer où règne l'Esprit de Dieu, il ne peut être question d'incompatibilité de caractère. exactement. Et c'est ça qui manque, hein, en fait, en réalité. Quand on n'ouvre pas les portes de notre foyer à Dieu, il peut y avoir beaucoup de malentendus. Et l'incompatibilité, c'est, en fait, le terme incompatibilité dénote que l'un ou les deux avaient des attentes fortes de l'autre. Par rapport à ces attentes, bah, ne les ayant pas satisfaits, bah, ils décident de rompre la relation. Et ça, c'est vraiment une relation utilitaire, hein. C'est pas une relation d'amour. C'est pas le véritable amour. Et donc, c'est vraiment dommage. En fait, il y a beaucoup de gens qui vivent plusieurs relations de couple, ils se marient plusieurs fois, ils se divorcent plusieurs fois, ils ont des enfants, etc., qui n'ont jamais connu le véritable amour. Et c'est vraiment triste. Bon, on va lire le dernier paragraphe. Les parents n'ont pas donné la bonne éducation à leurs enfants. Ils manifestent souvent les mêmes imperfections que l'on voit chez leurs enfants. Ils mangent de la mauvaise façon, ce qui nécessite que leur énergie nerveuse soit concentrée dans l'estomac et ils n'ont plus de vitalité à appliquer dans d'autres directions. Ils ne peuvent pas contrôler correctement leurs enfants à cause de leur propre impatience. Ils ne peuvent pas non plus leur enseigner la bonne voie. Peut-être les traitent-ils grossièrement et avec impatience les battent-ils. J'ai dit qu'en battant un enfant, tout en permettant à deux mauvais esprits d'entrer, nous n'en faisons sortir qu'un. Punir physiquement un enfant qui se conduit mal ne fait qu'empirer les choses. Cela ne vous incitera pas à vous soumettre. Lorsque l'organisme n'est pas en parfait état, lorsque la circulation est perturbée et que le système nerveux ne peut rien faire d'autre que de prendre soin d'un aliment de mauvaise qualité ou même en trop grande quantité, les parents n'ont pas de maîtrise de soi. Ça, c'est vraiment important. Oui. Il y a un manque de maîtrise de soi lié à l'alimentation. Donc là, dans ces deux textes, il y a un lien entre l'alimentation et le comportement. La qualité et la quantité surtout. Qualité et quantité et comportement. Souvent, on peut donner de la nourriture de bonne qualité, mais pas en bonne quantité.
Exact, ou alors en bonne quantité, mais pas de la bonne qualité. exact. Ils ne peuvent pas se rendre compte des conséquences de leurs actes. Voici la raison pour laquelle, dans leur relation avec leur famille, ils causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ils semblent ne pas comprendre la relation entre la cause et l'effet et agissent comme s'ils étaient aveugles. Ils ne semblent agir comme si, Ils semblent agir comme si, en se comportant comme des sauvages, ils glorifiaient Dieu d'une manière spéciale. Et si un membre de la famille fait quelque chose de mal, ils le punissent avec la grossièreté et la violence. Mhm. Donc ça, c'est vraiment caractéristique. Donc là, notre attention est attirée à cette relation qu'il y a entre l'alimentation, le comportement et la vie familiale. Mais souvent, des familles religieuses, bah, vont pour répréhender l'enfant, ils vont le faire publiquement, devant tout le monde, que ce Mhm. soit, en leur criant dessus, en leur frappant, Oui, et ils pensent que plus ils montrent, plus ils montrent leur sévérité, dans la répréhension, heu, plus, plus ça va glorifier Dieu. Bah, c'est comme ce oui. que dit le texte, Mhm. alors que c'est tout le contraire. Voilà, c'est ça. Donc, il faut être ferme, il faut être exigeant avec ses enfants, Bah, euh, il faut différencier, surtout être ferme, exigeant mais ça n'empêche que pas de parler avec amour. Et en bah, fait, il y a aussi un autre aspect dans ce texte, c'est le comportement des parents va induire un mauvais comportement chez l'enfant. Mais le comportement des parents a la même source, c'est-à-dire les mauvaises habitudes alimentaires. Donc, ça, c'est assez étonnant que la mauvaise alimentation puisse induire la violence. Violence avec ses enfants, violence intraconjugale, violence extraconjugale. Parce qu'un enfant qui est victime de violence dans son foyer, il va avoir tendance à être violent à l'extérieur. C'est pas obligatoire, mais c'est assez fréquent comme réaction. Et ce sont des enfants qui vont ensuite vouloir victimiser quelqu'un qui juge plus faible. On va traiter aussi d'autres types de violences. Donc, on a un peu parlé tout à l'heure sur le bullying, souvent en relation avec la violence familiale, comme je le dis, les Tamar l'a dit aussi. Dans cette image, on a trois groupes de personnes. Quels seraient ces trois groupes? bah, il y a, hem, les maltraitants, Oui. ceux qui se font maltraiter, Les deux qui se trouvent en arrière, c'est ouais, c'est ça? ça, OK. et bah, au milieu, l'observateur. Au milieu, il y a Celui qui est passif, en une fait. observatrice. OK. Et elle rigole. OK. Et le troisième groupe? Bah, je l'ai dit, en fait, j'ai dit les 3. Ah, OK. Bah, il y a celui qui maltraite, celui qui se fait maltraiter et l'observateur. Donc la victime, le maltraitant et le témoin. Alors, le témoin, il peut être complice, mais ce n'est pas une fatalité. C'est qu'un témoin de ce type de comportement, un enfant, un adolescent qui est témoin de bullying, ou de la maltraitance, de l'harcèlement scolaire qui subit un élève, un camarade, il n'est pas obligé d'être complice parce qu'il peut agir contre, il peut dénoncer. Il y a plusieurs raisons à ne pas dénoncer ce type de comportement. Quelles seraient ces raisons? Bah, il y a plein, bah, comme on a dit, la nourriture. Oui, la nourriture. Le fait de se faire peut-être maltraiter aussi à la maison. Oui, le fait de se faire maltraiter à la maison. Quoi d'autre? Il y a le fait de ne pas être accepté dans le groupe. Parce qu'en général, les enfants qui maltraitent ses camarades, ils ne sont pas tout seuls. En général, c'est un petit groupe qui va s'en prendre à certains qui sont un peu plus isolés, n'est-ce pas? Oui. Et donc, les enfants, les adolescents, souvent, ils ont peur d'être attaqués à leur tour par ces délinquants, parce que c'est de la délinquance. C'est un délit, ce qu'ils font. Euh, donc, oui, c'est les raisons pour lesquelles quelqu'un peut devenir complice, ou tout simplement parce que ça lui plaît. Je trouve ça rigolo. Oui. Donc, c'est un bon moment derrière. L'autre est en train de pleurer, mais ça lui fait rire. Donc, voilà, c'est la cruauté. Donc, ça le rend complice de ces phénomènes de maltraitance. Voilà. Euh, je vous ai rajouté aussi les liens sur le site duquel j'ai pris ces images.
Il y a des articles très intéressants en français que vous pouvez lire directement. Et là, je vous mets une deuxième image en diagonale. Pourquoi je la mets en diagonale? De quoi il part cette image? Bah, maltraitance au travail. Donc, c'est le harcèlement moral au travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, moi, j'ai souvent trouvé qu'il y avait une relation entre le passé harceleur de certains et le fait d'être harceleur dans le monde professionnel. C'est que dans le monde professionnel, ils ont un comportement qui est très similaire à ceux qu'ils ont eu pendant leur scolarité. Donc, des fois, j'entends mes collègues au travail et j'ai l'impression d'entendre des gamins des lycées. Des fois, c'est carrément ça. Donc, c'est un problème qui est importé en fait de l'école. C'est pour ça que c'est important dans les différents pays de pouvoir traiter en fait ce problème à la racine pour éviter que ça détale sur la vie professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux au travail. Ça peut amener jusqu'au suicide, tel que on l'a eu pour un harcèlement scolaire récemment en France. Donc, ce sont des cas extrêmes, mais qui illustrent bien la gravité de ce phénomène. Et puis, un autre phénomène, l'harcèlement Harcèlement sexuel. voilà, ça c'est souvent les secrétaires ils sont victimes de ce type de harcèlement. Alors attention, là, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes d'harcèlement sexuel, mais aussi il y a des hommes qui sont victimes d'harcèlement sexuel. Hein. Il faut le savoir. Alors, globalement, les statistiques montrent que c'est plus les femmes que les hommes. Mais attention, les hommes, ils sont souvent honte de dire qu'ils sont harcelés sexuellement. Donc, les statistiques sont presque inexistantes. Et puis, il y a cette autre image qui dénote quoi? Harcèlement, bah, cyberharcèlement. Voilà, cyberharcèlement. Aujourd'hui, nos enfants, nos adolescents, ils sont exposés aux réseaux sociaux qui sont des moyens de communication excellents. Ça permet de faire beaucoup de choses, y compris, voilà, vous êtes en train de nous écouter à travers les réseaux sociaux, mais qui en même temps constituent un terrain de danger. C'est un terrain miné dans lequel il faut naviguer avec attention. Il faut faire attention et le problème, c'est que ceux qui vont harceler un enfant au lycée, en classe, qui vont balancer des bouts de papier, qui vont l'humilier, qui vont frapper, mais ils vont utiliser aussi donc, les moyens électroniques, les moyens technologiques pour attaquer sa victime. Et ça, en dehors du lycée et du collège. Donc ça, c'est encore plus grave. Ça peut amener à des graves dépressions, voire des suicides. Bon, c'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça c'est terrible. Et puis il y a quelque chose qui est à la mode, donc l'harcèlement scolaire, le fait de se mettre en groupe, harceler quelqu'un, le frapper, l'humilier. Et il y en a un qui est témoin, mais qui est tout aussi actif puisqu'il va filmer en fait la scène, il va la mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que ça, déjà, c'est un délit qui est puni par la loi, mais que c'est un acte très très grave, très improbable. Donc les conséquences peuvent être très très graves. Je pense que les enfants, ils manquent gravement de l'apprentissage de l'empathie. Ouais. Bah, surtout que le problème des enfants, c'est qu'ils bah, de la jeunesse maintenant, de notre époque, c'est qu'ils veulent grandir trop vite, en fait. Ils grandissent trop vite. Et écrire Ils des créent étapes. des étapes. C'est pas comme nous, comme quand on avait les enfants, je sais pas moi, à 13 ans. Nous, on faisait pas les choses qu'ils font à 13 ans. Oui. Ils font des choses qu'on fait peut-être à 19 ans. Sauf que quand ils le font, ils sont complètement immatures Voilà, ils ont pas la maturité pour le faire. et donc ça amène à des catastrophes totales. Bah, par exemple, le cas de l'INSEE, du coup, Oui, tout à fait. le drame qui s'est Qui est passé en mai. regrettable. Une pensée pour la famille, mais c'est vraiment terrible. Et je dirais, ça devrait amener à une réflexion globale. Je pense que les parents, j'ai entendu aussi dire, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait une mère de famille qui a même menacé en fait la famille de la victime, tellement elle était alignée avec son enfant. Je dis, ça c'est grave, c'est très très grave. Bah, dans le cas de Que l'INSEE, même les adultes, oui, oui, dans le cas de lycée, il y a une des mamans des harceleuses qui a justement été en examen pour menace de mort parce qu'elle soutenait bah, sa fille. bah oui. Donc on peut comprendre bien pourquoi un enfant il devient harceleur. Bah, avec ce type de comportement de la part de ses parents, c'est pas étonnant. Mais c'est regrettable. C'est très regrettable. Donc voilà.
Ça, c'est les formes de maltraitance, mais il y a aussi d'autres formes de maltraitance, parce on a parlé de la maltraitance conjugale, la maltraitance des enfants, la maltraitance à l'école. Il y a la maltraitance des personnes âgées. Bon, on pourrait faire carrément un sujet à part là-dessus. Je pense qu'on en fera après en dehors de cette série, parce que c'est tout un sujet. Mais la maltraitance des personnes âgées, ça peut se passer par la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, l'abandon, qui est une forme de maltraitance et qui est très très grave. Donc les personnes âgées, ils sont souvent isolés, hein, isolés. Euh, on ne prend pas soin d'eux, et ils sont malades et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est une forme grave de maltraitance. Donc, c'est à prendre en compte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre type de maltraitance, c'est la maltraitance animale. Vous allez me dire, mais c'est un sujet sur la nature de l'homme. Qu'est-ce que les animaux ont à voir avec cette histoire? Bah, c'est un sujet vraiment affreux, je trouve. Enfin, c'est un sujet important, mais rien que... Enfin, Est-ce c'est que c'est un moche. sujet annexe ou est-ce que c'est un Non, sujet c'est connecté? un sujet connecté parce que les enfants, bah, les animaux ressentent tout comme les hommes, en fait. Ils ressentent la peur, la tristesse, l'angoisse, le désespoir, la faim, la soif. C'est comme des enfants, en fait. Exact. On peut retrouver les marqueurs de la maltraitance des enfants dans la psychologie des animaux. Et ça, c'est assez étonnant. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, un autre type de maltraitance animale, l'abandon. Chaque été, les gens ils partent en vacances, ils laissent le chien. Un jeune chien qui a tissé des liens avec la famille pendant toute l'année, arrive l'été, il part en vacances, il le prend avec, il est content. Sauf qu'à un moment donné, la voiture s'arrête au bord de la route, il l'attache à un poteau, il part. Il abandonne. Comme ça, il n'y a même pas d'eau, il ne laisse rien. En fait, c'est vraiment une cruauté extrême. Et ça, c'est un crève-cœur. Les bénévoles de la SPA, ils sont souvent choqués par ce type d'abandon. Mais Si c'est vous êtes, horrible, hein. hein, C'est pardon? horrible. Si vous êtes témoin maintenant que vous prenez la route des vacances, si jamais vous êtes témoin d'un type d'abandon, s'il vous plaît, je vous en prie, n'hésitez pas à vous arrêter. N'hésitez pas à donner à voir à cet animal. À le N'hésitez, prendre. hein, À le pardon, à prendre le et le prendre. ramener, je sais pas, à un poste de police, à- voilà, c'est quelque ça. Si part. vous ne pouvez pas le prendre en charge, ne le prenez pas en charge, mais ne l'abandonnez pas dans la nature. L'animal mourra certainement dans une agonie incroyable, avec la déception que sa famille, qu'il aimait, comme les chiens, par exemple, sont capables d'aimer sa famille d'une manière que nous, les humains, on est rarement capables. Et cette déception, il y a certains qui meurent des détresses psychologiques plus que des détresses physiques. Bah, notre petit chien, Bundy, quand du coup, mon papa, il est parti 4 jours. Oui, Il est parti juste 4 jours. Et il a arrêté de manger. oui, c'est Et terrible. il était aigri, il aboyait sur tous les autres chiens, il voulait pas jouer, il se cachait, il était tout Ok. triste. Tout Bah, simplement rien parce que que c'est quatre pas. jours, juste parce qu'il est Alors qu'il parti. n'était pas abandonné, il était avec Bah, c'est pas comme si on le reste des s'occupait pas membres de de lui, la on famille. essayait de jouer avec lui, il voulait pas. Mais On c'est sortait. pour prouver que le lien qui peut être créé entre l'animal et l'homme est très, 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 très fort. Bah, c'est un chien, un animal, c'est un enfant. C'est Voilà, comme un enfant. Un enfant, quand on ne peut pas s'en occuper, on va pas l'abandonner dans la forêt, on va pas l'attacher à un poteau sans nourriture, sans eau voilà. et l'abandonner au soleil. Non, on Donc, l'emmène à un orphelinat si on peut pas. C'est to- comme les animaux, si on peut pas s'en occuper, on le laisse pas comme ça dans la nature, on exact. lâche pas, on le ramène, si on peut, à l'SPA, un endroit où il pourra, un refuge, je sais pas, un endroit où ils pourront s'en occuper. Ouais. Donc, premier élément, premier réflexe, donnez-lui à boire, à manger. Première chose, là sur place, immédiatement. Deuxième chose, prenez-le avec vous. Si vous ne pouvez pas vous en occuper, contactez la SPA Ou appeler la police. ou appelez la police. Ils le Ils vont ramèneront s'en avec eux. occuper, ils vont le ramener, ils vont le dépenser à la SPA. L'animal sera en sécurité, sera adopté par une famille, des personnes responsables. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'abandon, c'est une mode de maltraitance. Là, il y a un poster de la SPA. La torture, c'est légal. La torture, non, c'est pas légal. C'est puni par la loi. Et puis, la législation est en train d'évoluer, en tout cas en France. J'espère que c'est le cas des autres pays européens de la francophonie, parce que la violence, la maltraitance animale, c'est un mode de torture. Et une fois de plus, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la nature de l'homme? En fait, ce qui se passe, c'est que quand un homme, un être humain, et il va s'est donné
à la violence envers ces animaux, il va se dégrader lui-même. Sa nature interne elle va être dégradée. Bah, complètement dégradée, quoi. Bah, l'estime de soi, mais elle est morte, elle Bah oui. n'existe plus. Comment on peut Ça maltraiter? va détruire sa capacité d'empathie. Bah oui. Ça va détruire sa capacité d'empathie, ça va limiter sa capacité à comprendre, à intégrer l'autre. Donc ça, c'est une dégradation de l'être intérieur qui va s'opérer. C'est pour ça que c'est important. Ne pas faire violence aux animaux, ça va au-delà de la cause animale, auquel je suis extrêmement sensible et que je soutiens, mais ça va au-delà de ça, c'est humaniste, parce que l'être humain ne peut pas être lui-même s'il maltraite les animaux. Parce qu'on est connecté à la nature, on est connecté à nos animaux. Et en faisant ça, il se déconnecte de lui-même. Et ça, c'est vraiment important à tenir en compte. Donc voilà, on a fini sur ce sujet de la violence. Il a eu des commentaires pendant la section espagnole. Bah alors, il y a Norberto qui disait qu'il a vu un défilé. En fait, il y a eu un défilé de chevaux à Toulouse et dans lequel un cheval est... Oui, c'est en Colombie. Un cheval dans lequel un cheval est mort. Et donc, en ce moment, ça fait une grande polémique sur les défilés de chevaux, bah, en parlant de maltraitance animale. Ah, il faut savoir qu'en Colombie, il y a quand même une certaine conscience sur la maltraitance animale. Voilà, je salue mes compatriotes. Mais aussi, il y en a beaucoup qui sont complètement irresponsables et qui vont maltraiter les animaux jusqu'à la mort sans état d'âme. Donc oui, ça crée division dans la société. Et heureusement que les gens réagissent, hein. C'est très malheureux qu'ils fassent ce genre de manifestations. Ça pourrait être une joie pour les animaux de participer à ces spectacles. S'ils sont bien traités, ben, l'animal il va en profiter. Et si l'animal le veut. Si l'animal le veut. Mais en fait, en réalité, les cheveux, ils aiment bien ces choses-là. Mais le problème, c'est que l'alcool se mêle. Apparemment, dans cet incident, c'est un cheval qui est tombé d'un pont, ben, il est décédé, parce que son cavalier était ivre. Donc, ça fait mauvais ménage, hein. En général, l'alcool, ça nous empêche de discerner entre le bien et le Bah, mal. c'est comme prendre la voiture alors qu'on est fortement alcoolisé. Ouais, exactement. Sauf que là, la Sauf que voiture, là, tu as une autre vie qui est liée à la la voiture, tienne. c'est un être vivant, Oui, c'est sensible. une autre vie qui est liée à la personne. Euh, enfin, c'est une vie qui dépend de la sienne. Moi, j'étais assez étonnant, hein. J'ai vu des grands animaux comme les chameaux s'approcher de leur maître pour lui demander des papouilles. Oui. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comment on peut maltraiter des animaux capables d'une telle sensibilité, d'une telle empathie et communication avec l'homme. Donc voilà, c'est intéressant de prendre en compte ces aspects-là. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci de nous avoir accompagnés pour ce sujet. Merci à tous ceux qui ont participé, aux questions et commentaires qui ont été faits pour nos sujets en espagnol, qu'on partage avec nos amis de la francophonie. Si vous souhaitez participer en ligne à l'enregistrement de ces vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le site Veritas 4A, il y a un formulaire que vous pouvez remplir. Vous allez recevoir un lien qui vous permettra de vous connecter. Vous aurez aussi les horaires d'enregistrement. Et puis, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à la partager avec volonté. N'hésitez pas à nous donner un like. C'est un moyen efficace de soutenir nos actions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je remercie aussi Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre sujet. On va parler un peu de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Est-ce que tout le monde a le même type d'intelligence et comment ça marche? Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.